de votre vie, chaque jour doit naître une rengaine qui vit 3 semaines ou 3 mois. Divergence FM. Ne me dis pas que tu m'adores. Embrasse-moi, que tu m'adores. Embrasse-moi de temps en temps. Mesdames, messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire. Et tout cela, Française, Français, c'est grâce à vous. Notre route est droite, mais la pente est forte. la NSA a espionné aussi l'Union Européenne à l'ancienne. La guerre continue. C'est la réforme, oui, la chienlit, non. La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France. Fais les valises, on rentre à Paris. Nous ne voulons rien instrumentaliser. Je vous demande de vous arrêter. Nous avons décidé de ne pas mentir. La présidence de la République, ça n'est pas un radio-crochet. Ça, c'est une autre façon de faire de la politique. Si vous voulez appeler ça comme ça. Alors, quoi de neuf. Alors, avec aux manettes Bruno Bertrand, nous retrouvons avec plaisir notre docteur Jean-Pierre Foubert, avec lequel cela se soigne toujours. Et l'inénarrable, l'incontournable, l'inévitable, Olivier Notal. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus Benjamin Théoul, notre journaliste qui fouille. Il est accompagné aujourd'hui d'Aurélia Valarié. Je prononce bien le nom ? Aurélia, on peut lui demander, c'est bien comme ça que ça on dit ? Parfaitement. Bon, voilà. Alors ensemble, donc on est 4 là quand même, on est en force. Hein. Et ensemble, on reçoit un duo d'invités, mais pas un couple. Hein. Même si certains à gauche tentent de marier leurs candidats respectifs. Hein. Alors Sébastien Denaja, député de Sète, notre grand port de pêche hérolté, il est membre du Parti Socialiste, soutien de Benoît Hamon. Il nous expliquera comment faire pour ne pas se faire prendre dans les filets de la sirène Macron quand on est au PS. Face à lui, ou plutôt à côté de lui, Laurent Béot. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir. Alors, qui connaît la famille du PS, mais qui a rejoint les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Si proche de l'échéance présidentielle, nous verrons s'il n'y a pas, disons, 2 gauches irréconciliables, mais plutôt 3 gauches, 4 gauches irréconciliables. Alors tout d'abord, comment en est-on arrivé là ? Cette élection présidentielle ne ressemble décidément pas aux autres émissions. Ni d'ailleurs élection. Avant, il y avait des chefs incontestables, presque incontestés. C'était avant 2017. Les élections en France ressemblaient de plus en plus à une esquisse d'une copie made in USA, avec les démocrates et les républicains. Je veux dire, le parti dit socialiste et le parti dit républicain, qui ne s'appelait pas comme cela. Alors, comme disait l'autre borgne, vous savez, le père de sa fille, c'était l'UMPS, en alternance aux affaires si j'ose dire. C'était simple, on votait à droite ou à gauche, même si certains trouvaient déjà que ça n'était pas assez à droite ou pas assez à gauche. Ils n'avaient aucune chance d'accéder, ces gens-là, aux commandes de l'Air France One. Alors, on se résignait à être de droite ou de gauche. Le centre, lui, était à droite, puisqu'il n'était ni de gauche ni de gauche. Or, pour cette nouvelle élection, de tous les possibles, voire de tous les dangers, le schéma habituel a implosé, plutôt que d'exploser. Le PS ressemble à un champ de ruines, genre Verdun, où ses membres sont irréconciliables et partent dans tous les sens opposés, se parjurent la main sur le cœur. Ils ne soutiennent plus tous leurs candidats. Au nom de quoi d'ailleurs ? De la peur de perdre sa place à l'Assemblée nationale ? De ne pas être au nouveau gouvernement d'un trublion qui s'autoproclame ni de droite ni de gauche, mais qui ressemble à Mireille Mathieu, qui elle était en politique là où on l'a posée. Alors nous y voilà, avec le Macron ratisse tout et la marine nationale comme tout horizon d'un deuxième tour pathétique. Pauvre France, cher pays de mon enfance,
Où êtes-vous passé, Hugo, Voltaire, Zola, Jaurès et tant d'autres? Or, peut-être, il y aurait pu avoir une autre issue, mais ce serait dans un autre monde, où la gauche ne serait plus aussi bête qu'elle le dit. Je veux dire une gauche, la vraie, celle qui s'étend de Benoît Hamon et Yannick Jadot aux gauchistes exaspérants. Ce serait une gauche unie, avant le premier tour des présidentielles, et ce serait évidemment une gauche présente au deuxième tour, avec une chance historique de gagner l'élection suprême de la Ve République pour ensuite, l'abolir, cette république monarchique, pour qu'enfin le progrès, l'écologie et la justice sociale triomphent. Ah, un deuxième tour idéologique entre Emmanuel et JLBMH. Oui, mais il y a un mais. Benoît et Jean-Luc ne sont pas d'accord, mais pas du tout pour se rassembler. À qui la faute? Car au niveau des programmes, des idées, des positionnements, rien ne paraît incompatible, me semble-t-il. Comme Jacques Généraux ou Thomas Piketty, les conseillers économiques des deux candidats, ils ont quand même beaucoup de points communs, il me semble. La faute est donc au reste du Parti socialiste, écartelé, ou aux tribuns, vous savez, limite populiste, comme on dit vulgairement, fut-il populiste de gauche, tendance Hugo Chavez, à la belle époque, par exemple. Tiens, ça la tombe bien, ils sont venus nous voir. Enfin, leurs représentants. Dans nos studios de Divergence FM, nous allons leur poser quelques questions à Laurent Béot et Sébastien Denaja, pour nous éclairer, s'ils peuvent, et où trouver l'interrupteur, ce serait parfait. Nous avions reçu il y a quelques émissions Muriel Ressiguier du parti de gauche qui mélenchonise parfaitement et Michael Delafosse du parti socialiste qui parle couramment le Hamon. Mais donc place au présent. Alors, quoi de neuf ? Alors, comme d'habitude, je vais pas laisser la parole à mon ami Jean-Pierre Faubert, avec qui cela se soigne. Alors Jean-Pierre, ça se soigne entre Hamon et Mélenchon ? Alors le problème, c'est que l'intelligence ne se soigne pas avec des médicaments. Mais bon, ça c'est disons que c'est le concept même de la démocratie. Je voudrais faire un petit retour historique. Cette distinction qui peut exister entre Hamon et Mélenchon, elle n'est pas liée à l'actualité. Elle est beaucoup plus ancienne. Je pense que ça a démarré, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais au moment du congrès de Tours en 1920. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu une séparation entre ce qui est devenu le Parti communiste, dont je rappelle qu'il était majoritaire au congrès de Tours. C'est pour ça qu'ils ont récupéré l'Humanité, qui était le journal fondé par Jaurès, et la tendance, disons, Blum, qui va devenir le leader incontesté de ce qui s'appellera la SFIO, c'est-à-dire la section française de l'Internationale ouvrière, qui sera dissoute d'ailleurs en 71 au moment du congrès d'Épinay, et quand Mitterrand va effectivement mettre la main sur ce qui deviendra le Parti socialiste. On a vu ces ruptures au moment du Front populaire, où effectivement, par exemple, les communistes ont un soutien critique, mais ne participent pas au gouvernement. La seule exception de rassemblement, c'est effectivement la Libération, avec un gouvernement composite, dont le patron est De Gaulle, le De Gaulle du 18 juin, pas celui du coup d'État du 13 mai 58, et où on retrouve donc les communistes, les socialistes, même d'ailleurs les MRP qui deviendront les CDS, plus tard les giscardiens, en gros pour aller vite. Et donc, on assiste à cette concurrence. La catastrophe, c'est pour le Parti socialiste, c'est 1969.
Pour une raison qui est évidente, c'est que le PS s'est complètement disloqué. On a une candidature un peu d'un monsieur X qui est en fait Gaston Defferre et qui fait 5% des élections. Et le leader dans cette élection, à gauche, c'est Jacques Duclos qui représente le Parti communiste et qui, à quelques pourcentages près, aurait pu participer au second tour. Et donc en 69, on a une bagarre entre Georges Pompidou et, disons, la droite, pour aller vite. Et Alain Poher qui était président du Sénat et qui avait assurer l'intérim. C'est vrai que les relations donc entre une gauche plus radicale avec des racines du PC et le PS ont donné lieu à des rivalités, et c'est vrai que François Mitterrand, qui a initié donc le programme commun de la gauche à la fin des années 72 et 73 avec les radicaux de gauche, va essayer de réunifier cette gauche avec un effet peut-être d'ailleurs voulu par François Mitterrand, qui était l'asphyxie complète du Parti communiste, qui va tomber dans des pourcentages très faibles. Je vous rappelle qu'il y a 25 ans ou 30 ans, le poids du Parti communiste et du Parti socialiste dans la région, par exemple ici Languedoc-Roussillon, c'est à peu près 50-50. Même si on prend la ville de Montpellier, on s'aperçoit qu'il y avait des fiefs communistes qui sont maintenant complètement effondrés. Je ne partage pas le point, après je vais poser mes premières questions, mais je ne partage pas du tout le point de vue qui consiste à dire le Front National augmente parce qu'il a récupéré des voix de ouvrières de l'extrême gauche qui étaient avant extrême gauche, qui maintenant sont extrême droite. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, et je renvoie à un livre qui me semble fondamental sur ce genre de phénomène, écrit par Hervé Lebras, grand démographe bien connu, et qui avait qui a commis un livre il y a à peu près un an et qui s'appelait Le Pari du Front National. Donc, vous écoutez Jean-Pierre Foubert depuis un petit moment donc sur notre antenne de Divergence FM, et puis je n'avais pas dit tout à l'heure bonjour à Sébastien Denaja, donc bonsoir, et merci d'être venu jusque dans notre studio, donc le député de Sète, et qui représente donc Monsieur Hamon. Voilà. Alors je te rends la parole, Jean-Pierre. Oh merci. Oh, je viens de réaliser que ce n'était pas moi l'invité, et donc j'étais en train de parler si tu m'avais posé la question. Il y a des invités arrivent en retard. Non, mais non. Ce n'est pas pour cette raison que je tenais l'antenne pour gagner du temps. Non. Et donc la première question que j'ai envie de poser, quand on regarde les derniers sondages, alors je sais qu'on dit les sondages ne sont pas un pronostic sur le résultat de l'élection, mais une simple photographie de l'état de l'opinion à un moment donné, quand même il est assez symptomatique de voir que Hamon plus Mélenchon, ça doit représenter, selon les cas de figure, entre 25 et 28%, c'est-à-dire un positionnement quasiment acquis de participer au second tour, y compris d'ailleurs qui était mon rêve de voir un affrontement, Mélenchon-Hamon, je ne sais pas, pardon, contre Macron, Marine Le Pen ne participant pas au second tour, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs. Je pense qu'on pourrait avoir des surprises à ce niveau-là. Et donc, est-ce que finalement, la gauche, pour aller vite, si on enlève Macron, est-ce que la gauche française n'est pas devenue ce qui était l'apanage de la droite, c'est-à-dire la gauche la plus bête du monde? Alors, on va demander à nos invités de répondre. Alors, c'était un grand exposé, mais vous avez compris en gros la question. Est-ce qu'il est possible encore, d'après vous, les représentants de deux candidats, d'être présents au deuxième tour? Alors, on va donner... Monsieur Béot, par exemple. Alors, petite rectification, Monsieur Béot n'est pas Bang et Olufsen, c'est Monsieur Beau. Mais bon, alors nos auditeurs ne le voient pas, mais... Voilà, il porte bien son nom. On dit pas Béo, on dit Beau. Bon, voilà, excusez-moi pour la... vous enfoncer, oui, non, j'ai écorché le nom, excusez-moi. Donc, on va vous demander votre opinion. Alors, est-ce que c'est encore possible d'être au deuxième tour pour la gauche? C'est possible quand on développe un projet, un programme fort et puissant qui parle à toute la gauche et qui est argumenté. Donc c'est un petit peu le travail que nous avons fait avec la France Insoumise, c'est-à-dire un programme L'Avenir en commun qui travaille sur tous les pans de la société et sur les urgences à travailler, c'est-à-dire l'urgence sociale, l'urgence écologique, l'urgence démocratique. Et donc, à partir de ce moment-là où on travaille sur le projet avant de parler du casting,
C'est un petit peu le reproche que nous faisions au Parti Socialiste, c'est-à-dire que le Parti Socialiste a d'abord travaillé le casting, a d'abord choisi son candidat pour ensuite développer son projet, et a d'abord choisi l'équipe, l'éventuelle hypothétique majorité, avant de choisir le candidat qu'il allait porter. Donc c'est un petit peu la difficulté par rapport à cela. Alors on va donner la parole à Sébastien Denaja qui va le représenter, donc le candidat du Parti Socialiste, quoique certains en disent qu'ils sont partis, mais c'est bien le candidat du Parti Socialiste, Benoît Hamon. Entre autres, Benoît Hamon, c'est le candidat des socialistes, des écologistes et des radicaux de gauche. Et il n'est pas issu d'un casting, parce que le terme est quand même un peu péjoratif, il est issu d'un processus démocratique, et moi j'ai du respect pour les processus démocratiques, surtout quand ils mobilisent quand même 2 millions de personnes, et qu'1 200 000 personnes choisissent un candidat et un projet. Et il est vrai que lorsqu'on est soi-même réalisateur, scénariste, metteur en scène et le seul acteur, c'est plus facile, puisque Jean-Luc Mélenchon a choisi une voie très solitaire et un parcours, une aventure très personnelle. Bon, mais enfin moi je suis pas dans les jugements. Ce qui compte aujourd'hui dans les sondages, d'après ce que disait Jean-Pierre Foubert, c'est 2 choses qu'on retrouve en tout cas sur le terrain. D'abord, je crains quand même malheureusement, en tout cas dans l'Hérault, un score très fort de Marine Le Pen. On le voit en tout cas sur les marchés, dans les porte-à-porte, en tout cas, voilà, sur le terrain. Je crains malheureusement, voilà, la présence de Marine Le Pen au second tour, même si l'Hérault n'est pas la France de ce point de vue-là, et que quand même son score sera bien plus modeste à Paris, dans l'Ouest ou dans d'autres régions, même si parfois on est surpris aussi de voir ces régions évoluer à un rythme bien plus important ou plus rapide que ce qu'on pensait. Bref. Donc ce qu'on voit sur le terrain et qu'on voit quand même dans les sondages, c'est une Marine Le Pen très haute. Et ensuite, c'est un grand degré d'indétermination. Donc ce que disent au moins les sondages, c'est que 43% des gens qui sont certains d'aller voter ne savent pas vraiment ce qu'ils vont voter. C'est pour ça qu'il faut les convaincre avec un projet. C'est quand même la première fois que les sondages sont aussi peu fiables, à 3 semaines de l'élection, à 20 jours de l'élection, même s'ils disent effectivement une tendance. Donc moi je ne vais pas masquer effectivement qu'aujourd'hui le candidat socialiste a pu ressentir dans ses campagnes un certain nombre de difficultés. Vous l'avez suggéré, donc moi je veux bien le dire, que des socialistes manquent à leur parole, et je pense notamment à Manuel Valls, ce qui est fait pour faire mal de toute façon, donc forcément ça fait mal, et qu'il y a au moins un moment Mélenchon. Bon, mais enfin moi je suis pas commentateur de la vie politique, ce qui est tout à fait digne, mais c'est pas à moi de le faire. Moi je suis acteur de la vie publique, donc ce que je veux c'est influer sur le temps qui vient et sur les 3 semaines qui viennent. Donc il y a sans doute un moment Mélenchon, mais moi je pose 2 questions. Si nous avons un second tour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, est-on bien sûr que Jean-Luc Mélenchon remporte l'élection présidentielle? À supposer que Jean-Luc Mélenchon remporte l'élection présidentielle, de quoi est faite sa majorité? C'est ça la question que je pose pour tous les candidats. Ça se pose pour Emmanuel Macron aussi. La différence, c'est que pour le candidat socialiste, par exemple, il part avec un capital de départ qui est de 287 députés, qui constituent l'actuelle majorité encore pour quelques semaines, et donc 287 sortants. Jean-Luc Mélenchon, le groupe Front de Gauche à l'Assemblée nationale, c'est 15. Bon, donc passer de 15 à 289, ce qui est la majorité à l'Assemblée nationale, c'est quand même quelque chose qui aura pas de majorité. Donc la question qui se pose à Jean-Luc Mélenchon, et c'est ce qui nous intéresse nous à gauche, surtout qu'ici autour de cette table on est de bonne volonté je crois, c'est quand même celle du rassemblement. Donc de toute façon, vous voyez que Benoît Hamon accède au second tour, ou Jean-Luc Mélenchon, que l'un des deux devienne président de la République, ce qui se posera dans les semaines qui viennent ensuite, c'est à la gauche la question de son rassemblement. C'est pour ça que nous n'avons cessé de poser dans cette question, dans cette élection, la question de l'unité et du rassemblement des forces de gauche. Parce que on peut choisir un président, mais ensuite il faut une majorité pour gouverner. Et ce qu'on sait avec certitude, c'est que Jean-Luc Mélenchon, à un moment donné, il faudrait travailler avec forcément les socialistes et les écologistes et les radicaux, parce qu'à lui seul, on peut penser qu'il n'aurait pas une majorité. Il y a aussi un autre candidat qui s'appelle Emmanuel Macron, qui, au cas où il serait élu président de la République, aura un sacré problème pour trouver une majorité parlementaire. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que c'est forcément... forcément. Après, moi, je pense que c'est pas du côté de chez Mélenchon qu'il va pouvoir s'appuyer pour avoir une majorité. Je pense que aujourd'hui, il faut savoir avec qui on parle. Moi, quand je parle avec des gens qui sont issus du Parti Socialiste, j'ai parfois des difficultés à comprendre. Quand je vois que sur les députés héroltés qui sont représentants du Parti Socialiste, nous en avons un ici. Déjà 2
ont décidé de rejoindre Macron, j'ai un peu du mal à comprendre un petit peu les raisonnements. Quand je vois les votes aussi, puisque c'est aussi le moment du bilan à un moment donné. Donc au niveau de nos parlementaires, chacun doit pouvoir exprimer ses choix et ses votes au niveau de la représentation nationale, sachant que quand on voit un certain nombre de lois qui sont passées dans ce quinquennat, que ce soit le CICE, l'ANI, la prolongation de l'état d'urgence, un certain nombre de députés se sont engagés. Et donc aujourd'hui, par rapport à ce qui est proposé par Benoît Hamon, on est en complexité de comprendre que ceux-ci qui redemandent la confiance au peuple doivent défaire ce qu'ils ont construit eux-mêmes. Donc c'est un petit peu la difficulté. Alors vous venez d'entendre Laurent Beau, pour que les auditeurs sachent qui parle. Laurent Beau, donc vous êtes le représentant, j'ai bien votre nom cette fois-ci, et vous êtes le représentant donc Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, on va redonner la parole à Sébastien Denaja, qui lui représente Benoît Hamon, puis après, Jean-Pierre Foubert, tu reprends la main. Hein. Il y a quand même une question qui se pose aujourd'hui à Jean-Luc Mélenchon aussi, d'ailleurs, c'est sur la question d'ailleurs de la majorité future qu'il faudrait qu'il ait pour appliquer le début de son programme, c'est qu'il a quand même présenté notamment dans l'Hérault, partout, des candidats insoumis face aux candidats même du Parti communiste. Donc quand on est à ce point-là de division à gauche, moi ça me laisse quand même craindre le pire. Donc c'est pour ça que nous appelons au contraire au rassemblement des forces de gauche, et y compris avec les communistes, les écologistes, les radicaux de gauche, comme on a su le faire dans les heures plus heureuses où la gauche savait se rassembler, comme elles ont été rappelées tout à l'heure par Jean-Pierre Foubert. Donc ces questions-là, elles nous détournent un peu du fond, parce que c'est vrai, dans les 3 semaines qui viennent, il faut parler d'abord des projets, des programmes, etc. Mais c'est une question fondamentale, parce que après vous êtes rattrapés, les utopies sont rattrapées par la réalité, notamment institutionnelle. Pour qu'un président puisse gouverner, il lui faut une majorité. Et aujourd'hui, quand on voit que Jean-Luc Mélenchon a présenté 577 candidats dans les circonscriptions françaises, y compris contre les candidats communistes, alors même qu'il est soutenu par le Parti communiste, ça vous donne d'ailleurs des villes comme la mienne, à 7, où en fait, je ne veux pas leur faire injure, ni trop faire le délateur, mais sur les marchés, ils ne tractent pas pour Jean-Luc Mélenchon, mes camarades communistes. Ils tractent pour déjà leurs candidats aux législatives. Donc quand même, il y a un drôle d'état d'esprit dans cette campagne. Donc moi, je veux rester sur le discours de l'unité et du rassemblement, parce qu'il y a des convergences possibles sur le fond, avec ce que propose notamment Jean-Luc Mélenchon. En revanche, il y a des désaccords majeurs sur la question européenne, sur la question de la frontière orientale. Ça, on verra ça tout à l'heure grâce à notre ami Benjamin Théoul, qui animera ce débat en deuxième partie. Une des premières propositions du programme de l'avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon, c'est de réunir une constituante pour... oui, mais il faut la faire élire d'abord, la constituante. Hein. C'est la même question du coup sur l'élection. On verra ça si vous dérange pas. Ah, ils sont tirés au sort. Oui. En deuxième partie d'émission, on va rendre la parole à Jean-Pierre Foubert. Ça sera plus l'objet de la seconde partie. Moi, je voudrais terminer un petit peu sur, disons, l'ambiance et l'actualité. Une question à Sébastien Denaja. Est-ce que finalement, le principe d'une primaire, c'est pas une erreur de la part du parti qui est au pouvoir, et que la primaire, c'est plutôt pour faire émerger un leader dans l'opposition? Ah bon, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que c'est le Parti socialiste qui a inventé la primaire en France. C'est nous qui l'avons inventé. Quand il était dans l'opposition. Oui, et nous étions les premiers donc à l'avoir fait en France, ce nouveau processus démocratique. Moi, je fais partie de ceux, effectivement, qui disaient que du moment qu'il y avait un président sortant, il devait se représenter d'abord parce qu'en démocratie, il faut rendre des comptes. D'ailleurs, une des difficultés de la campagne aujourd'hui, c'est que finalement, le bilan est escamoté. Or, ce bilan, il faut pouvoir le critiquer, et c'est bien normal, mais il faut aussi pouvoir le défendre. Bon, donc je pense que c'est une des difficultés de la campagne actuelle, parce que comme le sortant lui-même, finalement, a renoncé à y aller, ça crée une difficulté de fond dans le débat qui nous est présenté. Mais moi, je pense effectivement que François Hollande aurait dû pouvoir être le candidat du Parti socialiste hors primaire, parce qu'il était le président en exercice. D'ailleurs, ici, un des arguments qui fait qu'il a renoncé, c'est qu'on imagine mal un président en exercice faire des plateaux ou des débats télé comme on l'a vu, et en même temps s'occuper des affaires de l'État, etc. Mais en plus, si je peux me permettre de vous interrompre, François Hollande n'a pas marqué un soutien fort auprès du candidat qui est issu de la primaire, et c'est un peu dommageable. François Hollande, en tout cas, il a reçu un seul candidat à l'Élysée, c'est Benoît Hamon. C'est la seule chose que je sais. En politique, ce qui compte, ce sont les actes. Et ce que je veux terminer aussi
par là. La primaire, la difficulté, si elle d'ailleurs elle marche pas aujourd'hui, si elle permet pas de faire émerger avec totalement la force nécessaire les candidats issus soit de la primaire de gauche, soit de la primaire de droite, c'est que le paysage reste fragmenté, puisqu'on voit que on peut s'émanciper. Or, aux États-Unis, la force de la primaire démocrate ou républicaine, c'est qu'elle rassemble en fait déjà les deux seules vraies forces politiques du pays. Or aujourd'hui, la France, elle a un paysage politique totalement éclaté qui fait penser plus à la 4e qu'à la 5e. Oui, c'est ce que j'ai expliqué dans ma petite chronique d'introduction. Si vous voulez bien, on fait une petite interruption et puis Jean-Pierre va nous parler de quelque chose afin de reprendre un débat avec Benjamin Théoul. Oui. Eh bien alors donc Jean-Pierre Foubert, des fois dans ses émissions, nous propose des lectures afin de décompresser un peu, puisqu'on est parti un peu fort dans ce débat entre donc, on va dire, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, représentés aujourd'hui par Sébastien Denaja, le député de Sète, et par Laurent Beau, qui est le représentant de Jean-Luc Mélenchon pour le département, ou c'est ça, je peux vous présenter comme ça? Alors nous il n'y a pas de représentant. On n'a pas d'organisation départementale, on a construit un mouvement qui part de la base et qui va vers le haut. Quand la France Insoumise s'est créée, elle s'est créée sous la forme de groupes d'appui, d'amis qui se réunissent, qui débattent, qui proposent des actions. Et on va donner la parole à Jean-Pierre Foubert, qui justement essaye de nous faire respirer de temps en temps dans cette émission en proposant par exemple des lectures ou des citations. Donc là c'est une petite lecture. Ou du jazz, non? Ou du jazz, oui, non, c'est pas le cas. Vous avez reconnu le générique de Manix. C'était Manix. Ah. Et donc, non, je voudrais juste vous lire un tout petit texte, et puis après je vous dirai d'où cet extrait. Ce qui engendre la croyance en des choses certaines, qui fait le sens commun, engendre également un sentiment parfait qui repose sur une persuasion de la vérité des choses. Sans elle, tout n'est en l'âme que fluctuation. De là encore la nécessité du dogme qui donne aux esprits la règle inflexible du jugement. Alors ce petit texte, il est extrait d'une série de lettres qui m'ont fait beaucoup transpirer et pleurer des larmes de sang quand j'étais étudiant et que j'étudiais le latin. C'est un jeune auteur encore. C'est un jeune auteur, oui, j'aime bien aller chercher des textes comme ça. C'est un dénommé Sénèque qui avait été conseiller de Néron et qui s'est séparé de Néron et qui malheureusement quelques mois avant son suicide, à l'époque c'était très courant, a écrit ce texte donc en 65 après Jésus-Christ. Je trouve que pour un texte qui a 2000 ans, c'est assez intéressant sur le problème du rapport avec le dogme qui rassure les gens dans leur comportement et notamment électoral. Merci Jean-Pierre. Sur Divergence FM, c'est la deuxième partie de cette émission Quoi de neuf. On va donner la parole à Benjamin Théoul, mais d'abord Jean-Pierre Foubert a encore quelque chose à rajouter. Oui, j'ai oublié de vous dire que donc ce texte est extrait d'une série de lettres que Sénèque a écrit à Lucilius, qui était un de ses amis, et qui est paru donc, ça s'appelle simplement Lettres à Lucilius de Sénèque, et c'est paru aux éditions Mille et une nuits. Voilà. C'était pas Lettres de Benoît Hamon à Jean-Luc Mélenchon. Je vous en prie, monsieur Théoul, c'est à vous. Très rapidement, oui. Moi, j'attends plutôt une réponse courte. Je m'adresserai à Sébastien Denaja, mais plutôt aux militants socialistes qu'aux parlementaires. Quand on a autant d'années de militants comme vous au sein du Parti socialiste, comment vous vivez cette campagne? Est-ce qu'elle n'est pas affreuse de vous retrouver aujourd'hui en dessous de 10% derrière deux candidats plutôt à gauche de l'échiquier politique comme Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon? Pas du tout. Écoutez-moi, vous savez, je vais vous dire, si vous me permettez ça, la réponse peut être courte, mais enfin vous l'écourterez si c'était trop long. Moi, je prends ma carte au Parti Socialiste le jour de mes 18 ans, c'est le 14 janvier 1997. À ce moment-là, vous savez combien il y a de députés socialistes à l'Assemblée nationale? 53.
parce que c'est l'Assemblée nationale issue de 1993. Donc moi j'adhère au Parti socialiste, il est plus que dans l'opposition, il est écrabouillé à l'Assemblée nationale. En janvier 97, je n'imagine pas, le jour de mes 18 ans, que Jacques Chirac, quelques mois après, va dissoudre et qu'en fait, la gauche va revenir majoritaire quelques mois après. Oui, donc si vous voulez... une précision à cette époque-là, celle de 93, si mon souvenir est bon, il y a 23 députés dans la région Languedoc-Roussillon, 2 sont à gauche, ou classés à gauche, Gérard Sommade dans la 4e circonscription de l'Hérault et Henri Sicre dans les Pyrénées-Orientales. Toutes les autres circonscriptions sont à droite. C'était encore Jean-Pierre Vaubert. Ce que je veux dire, c'est que dans la vie justement d'un militant, il y a des hauts, il y a des bas. Et aujourd'hui, moi, si vous voulez, je suis un militant et donc je combats. Bon voilà, donc j'essaye d'abord de défendre le projet de Benoît Hamon, de défendre l'idée qu'il faut que la gauche soit au second tour, parce que je crois en fait que dans la confusion ambiante, il faut justement des propositions claires. Donc je me pose beaucoup moins de questions que celles qu'on pourrait se poser quand on est journaliste ou commentateur ou politiste, parce que je suis dans l'action, voilà, je suis sur les marchés, je suis à la radio, je suis là où on m'invite pour parler du projet de Benoît Hamon de la gauche, et puis après on fera une analyse de ce qui s'est passé. Moi j'espère encore qu'un candidat de gauche, et que ce soit Benoît Hamon qui saura se hisser au second tour de l'élection présidentielle, parce qu'aujourd'hui je pense vraiment que rien n'est joué, et donc voilà, aujourd'hui je suis un militant. Un militant, c'est son origine justement, c'est l'idée de quelqu'un qui se bat. Très bien, merci. Je voudrais réagir par rapport à ça. Moi, c'est toute ma difficulté le jour d'aujourd'hui. Moi, je suis passé par le Parti socialiste, mais j'ai du mal des fois à comprendre à qui je parle. Voilà. Parce que moi, des gens qui sont des ex-soutiens de Ségolène Royal, qui furent après des ex-soutiens de François Hollande, qui ont défendu Vincent Payon, et qui maintenant défendent le projet de Benoît Hamon, j'ai du mal à comprendre, parce qu'il faut avoir une cohérence à un moment donné. C'est pas tout à fait les mêmes discours. Il faut avoir... moi, j'ai du mal à discuter dans des conditions comme celle-ci. Moi, quand je suis rentré dans le Parti socialiste, je suis rentré avec l'idée de défendre un projet qui était un projet éco-socialiste. Je suis un éco-socialiste. J'ai défendu ça avec Stéphane Hessel. Je suis sorti du Parti socialiste pensant que je n'arriverais pas à pouvoir influer dans cette direction-là. Et maintenant, je me retrouve dans la France insoumise, mais je suis toujours éco-socialiste. C'est le projet que je développe, c'est le projet qui compte. Donc, évidemment, mais écoutez, parce que moi, je n'accepte pas trop qu'on mette en cause cette cohérence-là. D'abord, le point commun entre toutes les personnes que vous avez citées, c'est qu'ils sont socialistes. J'ai le point commun entre Benoît Hamon, François Hollande, Ségolène Royal ou Vincent Payon, le fait d'être socialiste. Ensuite, les choses sont très simples. Moi, j'ai effectivement... Mon engagement de cœur au départ, depuis 2006, c'était pour Ségolène Royal, justement, qui est la première à amener l'écologie dans le débat dans le Parti socialiste. C'est la première socialiste, la première ministre de l'Environnement française à défendre cette question-là au sommet de la Terre à Rio en 1993. Elle dit quoi aujourd'hui ? Ensuite, François Hollande, sa politique, moi je continue de penser qu'elle a été justement une politique tout à fait verte. La COP21, la haute transition énergétique, la haute biodiversité. Elle dit quoi aujourd'hui ? Ensuite, mais c'est quoi c'est un jeu ? Parce que franchement, c'est pas très sérieux. Vous me demandiez quelle est la cohérence. Ensuite, Vincent Payon, d'abord, il était avec Ségolène Royal les années auparavant. Ensuite, vous avez raison, je ne suis pas amoniste. Mais la force justement du Parti socialiste, c'est d'abord, en tout cas pour quelqu'un comme moi, de respecter les choix démocratiques qui sont faits. Mais je vais préciser aussi, pourquoi je ne suis pas gêné du tout d'avoir soutenu jusqu'au bout la candidature de François Hollande et aujourd'hui d'avoir accepté d'être un des porte-parole de Benoît Hamon. C'est que sur la vision d'avenir, sans doute que François Hollande n'aurait pas proposé le même programme aujourd'hui que Benoît Hamon. Mais sur l'action qui a été menée, Benoît Hamon, je vais vous dire, il ne remettra pas en cause la loi de transition énergétique, la loi de biodiversité, les 54 000 postes dans l'éducation nationale, les 9 000 postes de policiers et de gendarmes qui ont été recrutés. Il ne remettra pas en cause l'IVG remboursé à 100%, le compte pénibilité que nous avons fait voter, le compte personnel d'activité. Au contraire, tout cela, il veut l'enrichir. Bref, sur les conquêtes sociales... avec 43 unités non plus. Il ne remettra pas en cause la retraite à 60 ans que nous avons rétablie dès le mois de juin 2012 par décret, puisque il y a 500 000 Français, c'est-à-dire l'équivalent de l'agglomération de Montpellier, qui sont partis à la retraite grâce au fait que c'était François Hollande qui était président de la République et pas Nicolas Sarkozy. Oui, enfin, la retraite à 60 ans, n'exagérons pas, c'est plutôt la retraite à 62, 63, 64, 65 ans. Non. N'exagérons pas la retraite avec la retraite à 60 ans, c'est pas une réalité. Ben si, c'est la réalité, et je vous mets au défi de me prouver le contraire. 500 000 personnes sont parties à la retraite depuis 2012,
du moment qu'ils avaient cotisé 42 ans. Oui, à 42 ans quand même. Oui, mais c'est-à-dire que pour les carrières... C'est-à-dire combien de personnes? Pour les carrières, 500 000 personnes. Et ça, c'est un fait. Et il faut quand même pouvoir discuter des faits et de la réalité. Non, mais c'est très important parce que c'était une inégalité majeure. C'est que ces gens-là, ils auraient cotisé 44 ans si on avait obligé, comme Nicolas Sarkozy, au fait qu'ils aient jusqu'à 62 ans. Ensuite, effectivement, François Hollande n'aurait sans doute pas proposé le revenu universel. Mais en tout cas, sur le socle de l'action éducative, sociale qui a été faite, qui a été proposée entre 2012 et 2017, il y a une continuité. En revanche, sur la loi travail et sur un certain nombre d'aspects, il y a des ruptures avec ce qui a pu être proposé. Vous avez évoqué le revenu universel, qui est une mesure forte de cette campagne, un marqueur fort. Il y a aussi le passage à la 6e République proposé par Jean-Luc Mélenchon. Alors, sur cet aspect-là, là aussi, c'est une thématique, peut-être, c'est la thématique la plus importante de Jean-Luc Mélenchon, sauf qu'il y a là aussi, un peu comme le revenu universel, d'énormes doutes sur l'aspect réel et les moyens à se donner pour réaliser ce passage à la 6e République. Qu'avez-vous à répondre à cela, messieurs? Ça fait partie déjà de la loi. Le président de la République peut convoquer une constituante. Donc ça fait partie déjà de la loi. Ensuite, sur la 6e République, il faut à un moment donné, comme le dit régulièrement Jean-Luc Mélenchon, la solution c'est le peuple. Donc il faut avoir confiance en son peuple. C'est lui qui sait ce que l'on peut mettre dans une constitution. Et donc, par rapport à cela, moi j'ai entendu beaucoup parler de la 6e République, de Marine Le Pen jusqu'à Marine-Noëlle Lienemann, jusqu'à Jean-Luc Mélenchon pendant des années, mais ils ne mettent pas tout à fait la même chose dans le contenu. Je pense que sur ce point-là, c'est là où peut-être on a le moins de divergence avec le Parti Socialiste. C'est que aujourd'hui, la constitution actuelle ne correspond pas à l'époque dans laquelle on vit. C'est une constitution qui a été faite pour le général de Gaulle et qui collait à une période, à une époque. Elle est même dangereuse sous certains aspects par rapport à un certain nombre de pouvoirs que le président de la République peut avoir dès son élection. Donc aujourd'hui... Mais n'est-ce pas étrange que la personne qui porte cette mesure incarne une campagne ultra personnifiée? On retient à peine la France insoumise. Moi, ça m'amuse beaucoup le jeu des égos, parce que quand on regarde l'avenir en commun, je vois aucune tête. Mais je regarde tous les autres programmes, vous verrez, il y aura des têtes. Si je regarde les brochures... Alors Laurent Beau nous montre des brochures, mais on n'est pas à la télévision, mais à la radio. Donc je vous dis qu'il y a des brochures quand même. Il y a un seul nom. En tout petit. On va pas le lui reprocher. En tout petit. Oui, voilà, on voit les différences. Donc Sébastien Denaja, est-ce qu'il faut basculer vers une 6e République? Mais moi je crois profondément à la question du renouveau démocratique. Vous savez, justement, quand je soutenais Ségolène Royal dès 2007 et qu'on proposait la démocratie participative, tout le monde se fichait de nous, notamment au Parti Socialiste d'ailleurs. On disait, mais enfin, on est d'abord un système de démocratie représentative. Aujourd'hui, tout le monde n'a que démocratie participative à la bouche. Le café citoyen, l'agora citoyenne, d'ailleurs, tout est citoyen. La radio je ne peux pas dire ça à Montpellier, mais est-ce qu'il n'y a pas de digression locale dans mon propos? Mais enfin, bon, en tout cas, on voit que sur ce sujet-là, on avait sans doute 10 ans d'avance par rapport aujourd'hui à un jeu politique qui se fait beaucoup autour de ces questions-là. Donc moi, je crois beaucoup à cette nécessité d'un renouveau démocratique. Vous savez, je pense qu'en profondeur, on vit un moment de crise politique, en fait. Et cette élection présidentielle en est le reflet. Et le fait que 3 des forces politiques en présence qui ont une forme de dynamique soient en fait les 3 forces politiques qui sont exclues de la représentation nationale, dit beaucoup. Marine Le Pen, il y a 3 députés du FN à l'Assemblée nationale et elle serait peut-être entre 28 et 30%. Il y a un candidat qu'on va positionner comme étant quand même plutôt centriste. Or, le centre à l'Assemblée nationale, il est quasi inexistant. Et ensuite, il y a Jean-Luc Mélenchon, dont on parlait à l'instant. Et je le disais tout à l'heure, il y a 15 députés Front de Gauche à l'Assemblée nationale, et encore, en fait, ils ne sont pas tous du Front de Gauche. C'est avec beaucoup de... Parti communiste aussi. C'est aussi en bonne intelligence avec le Parti socialiste que le Parti communiste a pu fonder un groupe, sinon il n'aurait pas de groupe à l'Assemblée nationale. Les écologistes d'ailleurs avec Jean. Non, eux, ils ont pu le constituer d'eux-mêmes, puisqu'il y avait eu un accord à l'époque qui a permis de faire élire au moins 18 députés écologistes, mais en tout cas sans le renfort de quelques collègues d'outre-mer pour le groupe Front de Gauche, il n'y a pas de groupe Front de Gauche à l'Assemblée nationale. Ça
tout le monde, bon, c'est pas très important, mais en tout cas, ça dit beaucoup. Et je pense que l'épuisement de la Ve République aujourd'hui, c'est que le système, d'abord, ne représente pas suffisamment les femmes, même si on a voté une loi qui, on va le voir, va produire ses effets. On a doublé les sanctions financières pour les partis qui ne respectent pas la parité aux élections législatives prochaines. Donc ça, c'est la loi du 4 août 2014, dont j'étais rapporteur de Najat Vallaud-Belkacem sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ça va produire ses effets, mais ça ne représente pas suffisamment les femmes. Il n'y a pas très peu de diversité sociale, très peu de diversité tout court, et puis des forces politiques qui sont quasiment absentes. D'où l'idée que dans une future 6e République, il faut absolument au moins une dose de proportionnel. Engagement qui n'a pas été tenu pendant ce quinquennat-là, parce que d'abord, les réformes institutionnelles ont toutes été bloquées par la droite. Celle du Conseil supérieur de la magistrature, sur le vote des étrangers aux élections locales, là aussi, il n'y avait pas de majorité au Parlement pour la faire voter, et sur l'introduction d'une dose de proportionnelle, là non plus, il n'y avait pas de consensus au Parlement. Donc sans doute que la voie préconisée... Il peut y avoir des ponts entre les deux candidats que vous représentez. Aujourd'hui, tout le monde est quand même... On m'avait posé la question au début, j'ai un peu biaisé, je vais y répondre plus directement. On a quand même effectivement une déception de se dire on n'a jamais été aussi proche sur le fond programmatique, et c'est la fois où on exacerbe le plus peut-être presque nos divergences, mais de manière artificielle. Oui, alors merci Sébastien Denaja. On pourrait peut-être donner la parole aux femmes, non? Oui, bien sûr. On va attaquer sur l'Europe. En tant que des hommes. Donc, on en a une dans le studio, donc après votre intervention, on donnera la parole à Aurélia Valarié. Et évidemment, Aurélia va nous parler d'Europe. Justement, on va s'interroger sur les raisons un peu du désintérêt envers l'Europe. On en entend peu parler dans cette campagne. Puis les résultats de la participation aux élections européennes, les chiffres sont plutôt alarmants. Donc Aurélia va vous interroger sur l'Europe. Enfin une voix de femme dans ce studio. Allez Aurélia. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Comme vous venez de le dire, il y a certains ponts qui peuvent être construits entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, mais s'il y en a bien un qu'ils ont du mal à construire, c'est bien concernant l'Europe, où il y a de grosses divergences. Tous les deux veulent renégocier les traités européens. Sur ça, il y a consensus, mais dans des styles complètement différents. Donc, on a la nouvelle Europe prônée par Jean-Luc Mélenchon et Sauver l'Europe, plutôt prônée par Benoît Hamon. Donc, ma première question serait comment envisagez-vous l'Europe de demain? On va laisser la parole à celui qui veut commencer à répondre. Vous voulez que je peux commencer? Alors Laurent Beau. Déjà, il y a la question qui s'était déjà posée en 2012, puisque l'une des principale proposition de François Hollande, c'était de renégocier le traité européen. Force est de constater que ça n'a pas été fait, à moins de toucher 2-3 virgules, on n'a pas fait grand-chose. Bien évidemment, on considère que l'Europe qui s'est construite, c'est une Europe qui s'est construite sous l'aspect économique uniquement, et qui a complètement abandonné l'idéal que nous avions de proposer une Europe sociale, avec une harmonisation sociale. Au jour d'aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment on peut renégocier tout ça. Donc ça passe forcément par rapport au référendum, un référendum qui permettrait de donner le pouvoir d'aller renégocier ce traité, et éventuellement de mettre dans la balance les arguments forts. La France n'est pas un petit pays dans l'Union européenne, et elle a tout à fait capacité à pouvoir peser pour pouvoir renégocier ces traités européens. Et comme on n'est pas naïf, et comme on a vu que parfois nos voisins n'étaient pas d'accord avec les choses que nous proposions, et comme nous venons de vivre quand même une période où l'Union européenne pèse sur les peuples, pèse sur les États en imposant des politiques austéritaires, il convient de prévoir une solution de sortie avec le fameux plan B. Alors on va donner la parole à Sébastien Denaja pour qu'il lui aussi réponde à cette question d'Aurélia. D'abord, sur la question européenne, nous avons effectivement des divergences et de fond et de méthode. D'abord, il y a la question presque géostratégique et le positionnement de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de la question russe, de la question qui est quand même assez inquiétante, qu'il a posée lui-même lors du premier débat télévisé, qui serait celle d'une conférence, conférence internationale. En fait, ça pose la question de l'existence même de l'Union européenne, parce que quand on veut faire une conférence internationale sur les frontières, sur la frontière orientale de l'Europe, on sait quand même que chacune des deux guerres qui se
sont produites dans le XXe siècle ont pour cause la définition notamment d'un certain nombre de frontières, et je pense notamment à la Seconde Guerre mondiale. Donc quand on touche à ça, on touche ça avec, comme on le ferait avec un bâton de dynamite. Bon, donc nous sommes opposés à cette vision-là. On ne pense pas qu'il faille redéfinir les frontières, la frontière est de l'Europe, et encore moins en le faisant dans un partenariat privilégié avec Vladimir Poutine. La deuxième chose, c'est que se pose une fois encore une question de méthode. Nous, on est d'abord en capacité, je crois, et Benoît Hamon l'a montré, en capacité de nouer des alliances utiles pour faire progresser l'Europe. Il l'a montré lorsqu'il s'est rendu à Berlin dernièrement, d'abord pour dire à Angela Merkel qu'il a reçu que lui était opposé à la logique austéritaire qu'elle avait pu défendre ces dernières années, mais en revanche, la même après-midi, il recevait le soutien de Martin Schulz, le patron du SPD, des sociodémocrates allemands, avec lequel, s'il devenait chancelier, on a la possibilité de bâtir effectivement, et là on peut converger au moins sur le terme, une Europe nouvelle. Alors une Europe nouvelle, c'est quoi? D'abord, c'est une Europe avec Benoît Hamon, qui, telle qu'elle s'est constituée à l'origine, en 1950 d'abord et 51, avec le traité sur la communauté européenne du charbon et de l'acier, eh bien là, il y aurait à mettre en commun une question majeure qui doit être mutualisée, en tout cas, et dans sa réflexion, et ensuite dans les solutions qui sont préconisées, c'est la question énergétique. Donc nous sommes pour poser sur la table. La première chose, c'est un traité énergétique européen. Bâtir l'Europe de l'énergie. Bâtir des convergences nouvelles sur la question de la défense européenne. Bâtir ensuite une politique nouvelle sur la mutualisation des dettes souveraines des États. Bref, la Grèce, par exemple. Oui, évidemment. Et c'est surtout bâtir une gouvernance démocratique de la zone euro par carrément une nouvelle assemblée parlementaire, et donc permettre une démocratisation de la gouvernance même de la monnaie européenne, qui effectivement crée un certain nombre de difficultés aujourd'hui, et qui n'est pas, dont la politique monétaire européenne n'est pas orientée prioritairement vers la croissance et l'emploi. Et parce qu'on est sur une logique très allemande, et on la comprend depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est anti-inflation en fait, et qui se limite à surtout pas d'inflation en Europe. Or, on le sait, il faut aujourd'hui peut-être repenser la politique monétaire européenne. Donc en tout cas, si vous voulez, il y a une vision positive de l'Europe, d'abord parce que les socialistes, les écologistes et les radicaux ont une vision très européenne. On pense qu'il faut rester fidèle à ce qu'avait dit François Mitterrand dans ses derniers vœux. Ne séparer plus jamais l'avenir de la France de l'avenir de l'Europe. Donc il y a chez nous un amour de l'Europe, en même temps qu'on sait les difficultés qu'elle a posées, même si vous savez très souvent des procès assez injustes lui sont faits, notamment dans cette région. Dans cette région, moi quand j'ai une circonscription très viticole, les viticulteurs ils savent ce que l'Union européenne leur a apporté. Vendredi matin avec Benoît Hamon, au tout petit matin, on était avec Carole Delga ou Kléber Mesquida sur les tentes de taux. Eh bien l'ostriculteur qui nous a reçus, tout son masse conchylicole a été entièrement refait, avec 30% financé par des crédits européens. Donc il y a aussi la volonté de porter une image, un dessin, un futur désirable en Europe. Voilà. C'est peut-être un manque de pédagogie de la classe politique. Peut-être, mais en tout cas, non, mais l'Europe, elle crée des désagréments, inévitablement. Mais aussi, je crois que très souvent, les politiques oublient de dire tout ce que fait l'Europe, notamment sur ce territoire du Languedoc-Roussillon, ou de l'ex-Languedoc-Roussillon. Rien que le plan État-région, il bénéficie en gros d'1 milliard d'euros de crédits européens. Donc, et ça, on oublie ensuite de dire que ça stimule des politiques d'investissement et finalement d'emploi. Alors merci Sébastien Denaja. On va rendre la parole une deuxième fois à Aurélia Valarié, qui va poser peut-être une deuxième question. Exactement. Alors Monsieur Beau, on parlait justement tout à l'heure du plan B. Le plan B consiste tout de même à ce que la France brandisse une certaine menace envers l'Union européenne, c'est-à-dire menace de sortir de l'Europe si les traités qu'elle désire changer n'aboutissent pas. Est-ce que c'est réellement conforme à ce que se veut l'Union européenne, c'est-à-dire une union de coopération, une union qui sous-entend forcément la délégation de la souveraineté, enfin d'une partie de la souveraineté nationale à un niveau supranational? Est-ce que ce plan B est réaliste, et est-ce que vous pensez réellement que ce plan B puisse peser sur le désir ou non des autres pays européens de renégocier les traités voulus par Jean-Luc Mélenchon? Alors c'est une grande question. Très longue question. Essayer de se faire rapidement. Mais plus que jamais, je pense que les peuples espagnols, les peuples portugais, les peuples italiens, grecs, ils sont dans la même logique que la nôtre, de savoir ce que l'on peut faire. À savoir que tout ce que l'on peut parler de par ailleurs,
n'a aucun sens si on ne commence pas par parler de la question européenne. Au jour d'aujourd'hui, l'austérité qui est imposée par les traités européens nous empêche de pouvoir vraiment développer un projet économique. Nous, on propose un autre modèle de développement économique qui intègre la question écologique. Et effectivement, parmi nos propositions, c'est un plan de relance de 100 milliards en direction de ce qu'on appelle la planification écologique. Et c'est la sortie du nucléaire, c'est tout un tas de choses qui sont nécessairement coûteuses et que l'on ne peut engager si on respecte cette austérité. Donc à un moment donné, il va falloir être clair sur ce genre de questions-là pour pouvoir développer. Pour ça. Nous, on engage la question et donc tout ce qui peut être proposé de par ailleurs, je ne parle pas de Macron qui propose encore un peu plus d'austérité en supprimant notamment des postes de fonctionnaires, mais tout ce qui pourrait être le développement et l'amélioration des services publics, qui pourrait être la transition énergétique, qui pourrait être la sortie du nucléaire, elle ne peut se faire si on ne renégocie pas ces traités européens ou que l'on crée une alternative à cela. C'était Laurent Baud, donc, qui représente Jean-Luc Mélenchon au micro de Divergence FM. Est-ce que Sébastien Denaja veut dire quelque chose sur ce sujet? Le plan B de Jean-Luc Mélenchon en Europe, c'est si je suis pas content, je m'en vais. Mais je m'en vais, c'est la France. Et moi, je vois, en tout cas, je suis député d'un territoire qui a besoin de l'Europe. La pêche, par exemple? Non, mais pas que la pêche. Par exemple, les viticulteurs. Vous allez visiter une cave coopérative ou une cave particulière et vous allez dans la partie où on stocke les cartons. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur les cartons? Il y a marqué Finlande, Allemagne, Australie, etc. Vous allez le vendre en francs dévalués? On va vendre notre vin en francs dévalués. Cette zone qui est la plus touristique de France, on est le deuxième département le plus touristique de France. Vous croyez qu'un pays recroquevillé sur lui-même, qui retrouverait des frontières nationales, c'est de ça dont il a besoin? En tout cas, vous pensez qu'au Cap d'Agde, où on passe de 25 000 habitants à 250 000, avec essentiellement des touristes européens, c'est la fermeture des frontières ou c'est le repli national qui serait la solution? Donc non, il faut mieux d'Europe, il faut une Europe qui soit plus démocratique, plus sociale, etc. Mais en tout cas, c'est l'idée même que si on n'a pas satisfaction sur la renégociation, eh bien, se poserait donc en France la question anglaise, ou britannique plutôt, d'une sortie de l'Europe, à mon avis, n'est absolument pas la bonne méthode. D'abord parce que c'est immédiatement, ne serait-ce que si la France pose la question, c'est une déflagration majeure que l'un des 6 États fondateurs prenait cette décision-là. Donc nous, on pense au contraire qu'il faut un couple franco-allemand où la France, effectivement, arrive à reprendre le pas. On a été aussi confronté, vous savez, dans les 5 ans qui viennent de se passer, moi je veux bien tout entendre. D'abord, il n'y a pas eu de politique d'austérité en France, parce que l'austérité, c'est la réduction des fonctionnaires, c'est la baisse des retraites, c'est pas le cas qui s'est produit en France. Et sur la question européenne, il a fallu sauver la Grèce, sauver le Portugal. On oublie la situation qui était celle de la France et de l'Europe en 2012, où il y avait une crise de l'euro majeure, la Grèce quasiment au bord de la banqueroute et au point de sortir même de l'Union européenne, et avec des Allemands qui étaient presque prêts à un moment donné à l'abandonner. Je crois que la France a joué un rôle. En tout cas, Alexis Tsipras a plutôt eu à saluer l'action de la France et de François Hollande. Il a fallu sauver les banques aussi. Mais écoutez, ça qui est un système bancaire à revoir. D'ailleurs là-dessus, on a des points communs aussi sur une séparation bancaire qui aille au-delà. Moi, je veux bien reconnaître que la loi de séparation bancaire qui a été votée en 2012 ne va pas assez loin en France. Donc ça, c'est clair. Bon, qu'il faille aller au-delà, c'est une certitude. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut démocratiser la zone euro. En tout cas, nous, si vous voulez, on préfère être dans une vision plus positive de la construction européenne, parce que si franchement on commence à jouer avec l'idée qu'on pourrait casser l'Europe, parce que le plan B, sortir de l'Europe, c'est casser l'Europe face à Vladimir Poutine, face à Donald Trump, alors même que les questions essentielles qui se posent à nous, c'est la crise migratoire, c'est en tout cas la question des réfugiés, la question climatique et la question du terrorisme, qui nécessitent des réponses forcément européennes. Et si on se dit, une des solutions pour être, si on n'est pas content, c'est de sortir de l'Europe, moi ça me semble extrêmement dangereux. Peut-être que le citoyen ressent un manque de perspective, a du mal à se projeter avec l'Union européenne telle qu'on lui vend aujourd'hui. C'est tout simplement ça, avec une espèce de fuite en avant, avec l'accueil de nouveaux pays, etc. Donc, puis finalement, une stabilité dans l'instabilité, parce que la crise, elle commence à dater depuis 2008 maintenant.
Ça fait quasiment 10 ans. Sur l'Europe, si vous voulez, il y a beaucoup de critiques à faire, mais je crois aussi il faut la défendre et dire ce qu'elle a su faire de bien. D'abord, elle nous a apporté la paix, sauf que, bon, voilà, quand on s'est habitué à cette situation-là, alors qu'on voit bien que le monde aujourd'hui est ô combien instable, on devrait peut-être se réjouir qu'elle est une des seules zones de paix dans le monde. En tout cas, il ne faudra pas oublier l'ex-Yougoslavie quand même, non, qui était pas... C'était en Europe. Hein. Oui, à ce moment-là, c'était pas encore l'Union européenne, l'ex-Yougoslavie. Hein. Et c'est justement après qu'on a pu totalement stabiliser la question yougoslave. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, l'Europe, elle a plus à nous apporter que l'inverse. Surtout dans le jeu mondial que je viens de décrire, entre une Amérique qui est dans un repli nationaliste, une Russie qui a des visées expansionnistes, et alors même que les questions qui se posent tout autour de l'Europe, c'est des questions qui nécessitent des réponses collectives. Donc vraiment, vouloir casser l'outil, bon mais là je réponds plus à Marine Le Pen qu'à Jean-Luc Mélenchon. J'espère quand même, parce que d'après ce que j'ai entendu de l'un comme de l'autre, c'est quand même l'ennemi commun, ça serait quand même plutôt Marine Le Pen. C'est pour ça que le mieux en général, c'est de ne pas proposer les mêmes choses qu'elle. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre on ne propose pas du tout la même chose qu'elle. On sait que pour peser dans la balance, il faut mettre quelque chose dans la balance. Donc la France, c'est pas rien à mettre dans la balance. Au jour d'aujourd'hui, quand on parle de la politique agricole commune, je veux dire, on est autant contributeurs que bénéficiaires, donc on ne va pas raconter l'histoire. Et donc par rapport à la taille de notre pays, par rapport à ce qu'on met dans le pot commun, on a quand même quelque chose à faire valoir et on n'est pas obligé de se faire imposer les visées austéritaires de Madame Merkel. On va donner la parole à Benjamin Théoulou, mais attention, on arrive à la fin de cette émission. Vous avez qu'une heure, ça passe relativement vite avec nous, hein, j'espère. J'espère que vous pouvez vous exprimer autant que c'est possible en une heure, bien sûr. Alors on va donner la parole à Benjamin Théoul, après on viendra avec Jean-Pierre Foubert et on conclura doucement cette émission. Benjamin. On va faire une petite analyse sur la campagne, du moins la campagne à ce jour. On sent un Benoît Hamon qui a des difficultés, qui peine à être audible. On sent aussi un engouement, une dynamique autour de Jean-Luc Mélenchon, qui semble incontestable, mais en 2012, il y avait exactement le même engouement, avec les plages à Marseille qui étaient pleines pour son meeting, le Capitole à Toulouse qui, dans les rues, débordait de monde pour écouter Jean-Luc Mélenchon, mais à l'arrivée, ça fait 11%. On a eu Mera au passage. On a eu les assassinats de Mera qui ont fait que les thèmes de campagne ont glissé vers le sécuritaire et vers la question du terrorisme et qui ont cassé un certain nombre de dynamiques, notamment à gauche. Oui, mais malheureusement, vous savez que tous les jours la menace guette. Et donc de toute façon, ça veut dire aussi que la gauche ne doit jamais abandonner aussi la question de la sécurité parce qu'elle menace tous les Français, quelles que soient leurs conditions sociales, leurs origines. Et que si c'est ça qui a cassé la dynamique de Jean-Luc Mélenchon à l'époque, c'est peut-être que justement il n'avait pas une réponse globale sur le sujet. Or, il faut justement, même quand on est un candidat de gauche, penser la question. Mais évidemment, non, mais je ne dis pas qu'il n'a pas été digne, mais enfin, je veux dire, ça n'aurait pas dû pouvoir, en tout cas, être un argument opposé à cette dynamique-là. La réponse actuelle de l'état d'urgence, elle est relativement limite. Hein. Vous avez voté un amendement, notamment sur la censure et sur la possibilité de l'administration. Il a été retiré. Oui, mais... Alors, je veux bien me justifier. Mais messieurs, je vois qu'on est allé chercher pour faire sa petite fiche avant de venir, mais sur le sujet-là, c'était un amendement très maladroit, effectivement, mais en tout cas qui visait juste à maintenir le texte de 55 tel qu'il existe pour empêcher ce qu'a fait BFM, c'est-à-dire de diffuser en direct des images qui ont mis en danger les otages. Et donc, on a essayé maladroitement de trouver un texte qui permettait effectivement, oui, moi j'assume, à l'administration d'empêcher la diffusion en direct d'une image. Sauf que l'article, effectivement, il allait jusqu'à rétablir une forme de censure. Donc, je peux le dire, oui, dans le quinquennat, au moins une énorme connerie, c'était de signer ou de co-signer cette acte. Alors vous voyez, on a le droit de faire des bêtises même quand on est député, on peut dire des bêtises. Enfin, si je suis un censeur de la presse, si vous voulez, mais alors maintenant, vous êtes à Divergence FM, vous avez remarqué que nous on vous laisse parler, on vous censure pas, heureusement. Par contre, Benjamin, je suis désolé, c'est vraiment une minute, hein, pas plus, parce qu'après il y a Jean-Pierre Foubert. Sur les législatives, bon, il y aura des candidats France Insoumise et qui garderont le statut France Insoumise. Mais pour vous, Sébastien Denaja, est-ce qu'un accord peut être possible avec Emmanuel Macron, par exemple ?
Écoutez, moi, attendez, je me pose des questions au moment où elles se posent. Bah, Moi, ma famille, c'est le Parti Socialiste. Ce que je souhaite sur ma circonscription, c'est d'abord que le rassemblement qui s'opère au niveau national avec les radicaux de gauche et les écologistes s'opère également, parce que c'est bien d'avoir une cohérence et locale et nationale. Moi, vous savez, je siège au conseil municipal à 7 avec les communistes, bon, avec donc le front de gauche. Moi, l'unité de la gauche, ça m'a jamais posé de difficulté. Ensuite, Macron, pour l'instant, je ne sais pas où lui-même va choisir de se positionner. Vous savez, on va avoir une réponse très claire qu'il donnera vers le 15 mai, s'il était président de la République, c'est qui est son Premier ministre et où son groupe parlementaire s'assierait. Est-ce que c'est à gauche ou est-ce que c'est à droite? Moi, je sais où je suis aujourd'hui. Alors, voilà, en plein milieu. Laurent Beau, un dernier mot, puis après je donne la parole à Jean-Pierre Foubert, on conclut cette émission. Mais un dernier mot, vous aussi, pour les législatives, vous avez des candidats donc prêts? On a des candidats prêts, naturellement, pour défendre surtout un projet, puisque nous, on considère que cette campagne, c'est une campagne unique entre l'élection présidentielle et l'élection législative. Et donc, par conséquent, on a un projet fort à développer, et donc on aura des candidatures. On aura l'occasion sur Divergence FM de reparler quand on arrivera aux législatives. On aura peut-être l'occasion de vous recevoir à nouveau. Oui, puis j'espère qu'à 7, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon aura la sagesse de retirer une candidate qui avait soutenu l'UMP localement. Alors, on va donner la parole. Tout comme on espère que le Parti Socialiste saura exclure de ses rangs des députés qui rejoignent l'écurie Macron, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Alors, on va donner la parole à Jean-Pierre Foubert, qui conclut cette émission par une petite phrase ou une petite maxime, quelque chose. Oui, une citation de quelqu'un que j'aime bien globalement, qui s'appelle Hannah Arendt, et qui dans un texte dans un livre qui s'appelait Responsabilité et jugement, elle dit, politiquement, je trouve que c'est très d'actualité, politiquement, la faiblesse de l'argument du moindre mal a toujours été que ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu'ils ont choisi le mal. Alors voilà, on conclut là-dessus, mais je voudrais dire merci quand même à Aurélia Valarié, qui pour une fois est venue nous accompagner avec Benjamin Théoul, avec Jean-Pierre Foubert, avec Sébastien, cette fois-ci je me trompe pas. Eh bien, je forme le vœu que chacun d'entre vous, avec l'encre, avec l'image, avec le son, avec les derniers moyens de la technologie, ait à cœur, à chaque étape de sa journée, de mettre quelques gouttes d'humour. Pierrette, à 82 ans, n'imaginait pas tomber sur un gigolo qui allait l'arnaquer en 2 temps, 3 mouvements et quelques nuits d'amour. Son erreur, avoir fait confiance à un homme de 42 ans qui faisait des travaux de peinture chez elle. Et quelques gouttes de tendresse. Je te prends avec moi, et je te garantis 100% que quand tu iras voir une fille, elle te dira oui, est-ce que tu me crois? Non, je te crois pas. Eh ben oui. Eh ben moi, les gens que j'ai avec moi en coaching, c'est ça. C'est qu'ils se prennent plus de râteau. Car croyez-moi, cela rend la vie plus belle. Vas-y, toi, t'as trop pris confiance là, ça y est. Mais t'as que de la gueule, putain. Divergence FM 93.9.